Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. À Nouméa, Bourail et Ouégoua, des manifestants disent non à la vie chère. Organisée par différentes associations, elles demandent la baisse des prix du carburant, celui du gaz ou encore ouvrir le marché Internet et les commandes à l'extérieur. Et l'inflation, les sociétés de construction l'ont aussi vu passer. On le verra à point bout, 5, 10, 20%. L'augmentation des matériaux commence à peser. Nous verrons comment les constructeurs s'adaptent. Manifestation aujourd'hui sur les sites de la SLN à Tio, Thiébagui et Népouy. La Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dénonce la convention signée entre la direction de la SLN et le gouvernement à propos de l'exportation de 2 millions de tonnes de minerais. Nous les écouterons dans quelques instants. Et enfin, aujourd'hui, il y a eu lieu la restitution du Forum de l'eau, projet, financement, décision. Nous en parlerons avec Joseph Manoté, en charge de la politique de l'eau au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pour ouvrir ce journal, à partir de demain, le prix du gaz, de l'électricité ou encore du carburant augmentera. Depuis 2016, la vie chère n'avait pas autant suscité la colère chez la population. Partout dans le pays, des manifestants disent non à la vie chère. Un reportage d'Ismaël Wakaseou, Océane Dacunia et Natacha Ogui. Stop à la vie chère, c'est ce que scandaient les Calédoniens ce matin. Le slogan a résonné dans le pays de Ouégoua en passant par Bourail jusqu'à Nouméa. Une forte mobilisation pour dénoncer la hausse des prix. Sur place, les manifestants crient leur ras-le-bol. On en a marre, tout augmente, le gaz, le carburant, tout. Et puis, il faut que ça arrête, quoi. Il faut penser à nous, à tous les petits qui n'ont pas de gros moyens pour s'en sortir, quoi. Voilà. La personne qui a minimum le SMIC, en sachant tout ce qu'il a à payer à côté, les traites et tout, plus même les produits alimentaires de première nécessité, on ne peut plus vivre. Une famille avec des enfants actuellement, ils vont se serrer la ceinture. Les 3 dernières années du prix du carburant, c'est 134 francs. Donc si on peut arriver à baisser le prix à ce niveau-là, c'est raisonnable, même si c'est jamais raisonnable. C'est déjà mieux que le 169, 167 qu'on nous propose demain. Il ne faut pas croire, tout le monde nous dit oui, ça ne sert à rien, il ne va rien se passer. Mais si, c'est les citoyens qui ont le pouvoir. Il faut que les citoyens s'en rendent compte et qu'ils se bougent. Alors aujourd'hui, on était 500, mais on va continuer et la prochaine fois, on sera plus et encore plus et encore plus. Et on finira par avoir une gain de cause et faire avancer ce problème de la vie chère, qui est quand même le premier problème en Nouvelle-Calédonie que les gens souhaitent qu'on règle. L'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a déposé son cahier de doléances au gouvernement. Une mobilisation est reconduite mercredi prochain. Toujours à propos de la vie chère, après avoir subi la crise sanitaire et les intempéries, le secteur du BTP doit faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Autant de facteurs qui entraînent l'hyperinflation et la pénurie de matériaux de construction, des hausses de prix impossibles à anticiper qui peuvent varier de 20 à 100%. Pourtant, ce ne sont pas les demandes qui manquent. Alors comment les constructeurs s'adaptent? Qui doit payer plus cher? Un reportage d'Océane Zobler. Depuis l'année dernière, cette société de construction spécialisée en aluminium a dû faire face à des délais d'approvisionnement de plus en plus longs, jusqu'à 18 semaines parfois, avec des prix qui varient d'une semaine à l'autre. Donc les aluminiers, au début, ils ont pris un peu en charge les coûts d'augmentation, donc de la matière première, mais après il y a eu l'augmentation du transport maritime et le dédouanement. Donc en fait, on a une surprise à l'arrivée au dédouanement qui détermine les augmentations. Donc au début, ça ne se sentait pas trop, c'était sur les anciens stocks. Et puis progressivement, c'est 5-10%, puis 20%, puis 30%. L'aluminium en retard, augmentation de coûts, les clients ne comprennent plus. Ils ne nous suivent plus. Et il y a une perte de confiance aussi de la part de nos clients. Donc on demande à nos fournisseurs de nous écrire des mails pour les mettre en copie. Parce que au final, le patron, c'est le client. Heureusement, Romain peut compter sur les fournisseurs pour avoir des prix en gros. Il y a également depuis le dernier référendum une forte demande qui leur permet de compenser aussi les pertes. Tu as prévu tes besoins jusqu'à demain, après-demain? Non, c'est bon, oui. Tout est bon? Je vous laisse bosser tranquillement?
Vous m'appelez s'il y a un problème? Ouais, pas de problème. On a eu la chance d'avoir des nouveaux clients comme des architectes où on avait fait des petits travaux et puis maintenant ils nous demandent de répondre à des plus gros travaux parce qu'ils savent qu'on est plus en place, on a des équipes de salariés. Donc à partir de ce moment-là, on a la chance d'avoir un visuel jusqu'en 2023 et en fin d'année, on aura le planning pour 2024 qui commence à se remplir. Après, bon, nous, on a la chance d'avoir une banque qui nous suit, c'est-à-dire qui a vu l'évolution de la société, qui a vu l'évolution du chiffre d'affaires, qui, malgré la crise, voit qu'on a tenu le choc, malgré les absences, malgré le fait qu'on est passé des patentés à que des salariés dans l'entreprise. Si jusqu'à présent les devis signés avec des anciens prix évitaient aux clients de payer plus cher, ce ne sera plus le cas à l'avenir. Aujourd'hui, c'est 10% parce qu'on m'annonce 10% d'augmentation des plus gros fournisseurs. Et si demain on m'annonce 20, ça sera 20. Et malheureusement, les clients, s'ils ont les moyens, tant mieux. S'ils n'ont plus les moyens, on ne peut plus sacrifier les prix, quoi. Face à l'absence de visibilité et à l'urgence de la situation, plusieurs mesures de soutien sont envisagées par la Fédération calédonienne du bâtiment afin que les entreprises puissent survivre, prise en compte des demandes d'avenant, absence de pénalité de retard ou encore financement du chômage partiel lorsque les chantiers sont retardés. Il faudra également favoriser au maximum la production locale. La vie chère est aussi au cœur de la conférence de presse de l'USTKE. Ce matin, le syndicat annonce une grève générale demain suite aux négociations annuelles sur les accords sociaux entre le syndicat et le patronat. L'USTKE n'est pas satisfait des négociations. Selon le syndicat, donc, le patronat doit faire des efforts. On écoute André Forest, le président de l'USTKE. Pour nous, il y a urgence aujourd'hui de revoir la question des minima sociaux, puisqu'on se rend compte qu'avec le niveau actuel du SMG, les gens ne peuvent plus vivre, quoi. Et puis les négociations n'aboutissent pas, parce que le patronat aujourd'hui a tendance à freiner des deux pieds pour dire que la conjoncture. Ceci dit, la puissance publique qui est représentée par le gouvernement et puis les élus notamment doivent également regarder cet aspect des choses dans leur globalité et puis donner également les inflexions nécessaires pour que la question du pouvoir d'achat soit vraiment au cœur des problématiques du pays. Social toujours, manifestation également aujourd'hui sur les sites de la SLN, donc de Tio dans le sud du pays, Tiebagi, à Koumak et aussi à Népouy depuis ce matin. Donc à l'origine de cette manifestation, la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Le syndicat dénonce la convention signée entre la direction de la SLN et le gouvernement à propos de l'exportation des 2 millions de tonnes de minerais. On écoute Arnold Delrieux, délégué syndical de la CSTNC du centre SLN de Népouy. La classe politique calédonienne a fait cadeau à Eramet SLN 2 millions de tonnes supplémentaires sans concession. Quand je parle de sans concession, on ne sait même pas. Ils n'ont même pas été capables de demander qu'est-ce qui reste dans le ventre de nos montagnes. Qu'est-ce qui reste en teneur, en volume. Qu'est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qu'on va faire chez nous? Ils n'ont même pas été capables. Il n'y a rien là-dedans. Dans le document de la convention entre la SLN et le gouvernement, est stipulé dans le paragraphe 3, la SLN va commencer à s'inquiéter du minerai basse teneur à partir de 2030. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait de là jusqu'en 2030? C'est un scandale. On avait doctrine nickel. On n'a plus. Elle est évaporée. Évaporée. Ça avait un sens. On est indépendantiste ou pas, mais ça avait un sens. Aujourd'hui, ils ont fait cadeau à Eramet SLN. C'est un pillage organisé politiquement avec l'industriel. On crache pas dans la soupe, hein. Mais ça passe pas. Ça passe pas et ça passera jamais. Voilà des images et des propos recueillis par Vanessa Kédé et Ismaël Wakaseou. Contacté, l'ASLN n'a pas souhaité s'exprimer. 1,20% de la population de 26 communes hors agglomération
en 2022 n'ont pas encore d'eau potable à la maison. Il est important encore donc d'assurer l'adduction, mais aussi important de la préserver. Les feux ou encore le réchauffement climatique récurrent au pays ont montré que l'eau n'est pas inépuisable et qu'il est nécessaire de la préserver. L'outil créé est la politique de l'eau partagée, adoptée à l'unanimité en 2019 par les élus du Congrès. Et aujourd'hui, donc, a eu lieu la restitution du forum de l'eau qui s'est déroulé il y a 2 semaines à la CPS et dans le nord du pays. Concrètement, quels projets et quelles décisions ont été prises? Pour en parler ce soir, Joseph Manoté, en charge de la politique de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de débuter, donc de parler de la restitution du forum de l'eau, nous parlons bien sûr politique. La collégialité a été remise en cause au sein du gouvernement. Calédonie Ensemble est également sorti du Congrès lors de l'examen du budget. Alors, est-ce que c'est compliqué de travailler avec les indépendantistes au gouvernement? Comment vous voyez la suite? Alors, ce qui s'est passé au Congrès lors du vote du budget de la Nouvelle-Calédonie, le fait que Calédonie Ensemble ait quitté l'hémicycle du Congrès était de marquer en fait notre désaccord par rapport à un refus de dialoguer pour trouver un compromis, un consensus dans la négociation pour finalement satisfaire tout le monde dans la répartition des financements qui seraient disponibles. Il ne s'agissait pas pour Calédonie Ensemble de boycotter les institutions. Au contraire, quel sens ça aurait, d'une part, de demander à ce qu'il y ait un dialogue, un compromis, un consensus à rechercher, et d'un autre côté, de ne pas siéger au gouvernement. Donc moi, ma décision, et c'est la décision du groupe Calédonie Ensemble, c'était bien de siéger. Et effectivement, s'il y a des difficultés de collégialité, il faut qu'on puisse les aborder au sein du gouvernement et trouver les voies pour améliorer cette collégialité. Donc finalement, je repose la question, est-ce que c'est compliqué de travailler avec les indépendantistes au gouvernement? Il y a une méthode qui est la leur et il faut effectivement s'adapter à cette méthode-là. Après, je pense qu'il y a dans la méthode, il y a nécessairement des manières d'aborder les sujets dans les procédures qu'il faut absolument améliorer parce que ça permet effectivement d'avoir les sujets en avance, de pouvoir y travailler de manière constructive et surtout d'apporter une plus-value vraiment lorsqu'on a une collégialité ou ensuite une réunion du gouvernement. Mais l'actualité qui vous emmène ce soir, c'est l'eau. La restitution du forum de l'eau a eu lieu aujourd'hui. Alors, quels sont les chantiers urgents à réaliser? Alors, ce que je voulais d'abord rappeler et insister, c'est que ce forum, le 3e forum de l'eau, ce n'est pas une énième discussion, un séminaire de discussion sur un sujet. Il y a d'abord un fonds dédié à la politique de l'eau partagée qui a été créé en novembre de l'année dernière. Ensuite, on a fait en sorte à ce que des financements soient sanctuarisés pour mettre en œuvre la politique de l'eau partagée. Et donc, il s'agissait au travers de ce forum de pouvoir en fait présenter d'une part la loi de pays du domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie qui contient de nouveaux principes, de nouvelles manière justement d'appréhender et de gérer la ressource. Un de ces principes, c'est de faire en sorte à ce que tous les consommateurs de l'eau, tous les utilisateurs de la ressource en eau contribuent à cette politique publique. Un des deuxièmes principes qui est retenu, c'est de faire en sorte à ce que lorsqu'on utilise le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, on ait aussi cet utilisateur qui contribue. Et je pense notamment au cas des grands barrages. Et donc l'objet du forum, c'était de présenter ce projet de loi de pays et d'en partager les principes avant de l'entériner au Congrès. Alors justement, quand vous parlez de contribuer donc à l'assainissement, c'est-à-dire que les Calédoniens vont payer plus cher ou là où les communes, là où la population ou les communes ne payent pas l'eau, ils vont devoir payer aujourd'hui? Il ne s'agit pas, l'objectif, c'est pas de faire en sorte à ce qu'on augmente la facture d'eau. Ce n'est pas du tout le principe qui est retenu. Ce qui est retenu, c'est de faire en sorte à ce qu'au travers d'une contribution de chaque consommateur, de chaque utilisateur de l'eau, à ce que, en fait, on responsabilise le consommateur.
L'eau est une ressource qui est aujourd'hui fragile. La ressource en eau, elle subit, comme vous le faisiez remarquer, des impacts, que ce soit des travaux industriels qui ont lieu en amont des cours d'eau et qui impactent la ressource en eau et sa qualité en aval. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de responsabiliser le consommateur, les gros consommateurs notamment, en faisant en sorte justement à ce qu'ils contribuent à cette politique publique. Et le meilleur moyen, c'est effectivement de faire en sorte à ce qu'ils contribuent financièrement. Donc les populations qui ne payent pas l'eau aujourd'hui, dans les communes qui ne payent pas, vont devoir payer, c'est bien ça? Non, pas forcément. C'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte à ce qu'il y ait une prise de conscience par les consommateurs en général. Les communes qui ont décidé de ne pas faire payer l'eau, je veux dire, le prix de l'eau et la tarification de l'eau, de toute manière, relève des communes. C'est bien aux communes de faire en sorte à ce qu'ils définissent leur politique en matière de tarification. Ce n'est pas au gouvernement ou à Joseph Manoté de le faire. Alors, dans cette politique de l'eau partagée, il a été décidé de mettre en place des conseils d'eau. Alors, à quoi vont-ils servir? Effectivement, il est proposé au travers du projet de loi de pays à ce qu'il y ait des conseils de l'eau qui soient créés, dans la mesure où il y a une nécessité, un besoin de créer ces conseils de l'eau. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie compte 3 conseils de l'eau. Il y en a un sur la zone VKP, un sur la région de Téné, à Bourail, et un sur la zone qui est située entre Farino, Lafoy et Saramea. Donc, en tant que de besoin, on pourra créer ces conseils de l'eau. Et l'idée, c'est qu'au travers de ces conseils de l'eau, il y ait un espace de discussion avec différents usagers de l'eau pour pouvoir trouver déjà un compromis, de pouvoir trouver parfois un espace de médiation qui permette de régler déjà un certain nombre de sujets d'usagers de l'eau sur un même secteur. Comment ça se passera justement dans les milieux coutumiers? Alors aujourd'hui, on reste dans la loi organique. La loi organique prévoit que lorsqu'on est sur terre coutumière, l'eau relève de la coutume. Il n'était pas possible d'appliquer ou de proposer une politique publique en matière de ressources en eau dans les secteurs, sur les terres coutumières, puisque relevant de la coutume. Le projet de loi de pays propose demain de pouvoir justement avoir l'outil juridique qui permette de créer des conventions avec les autorités coutumières pour justement mettre en place une politique de l'eau qui soit partagée, une politique publique. Et demain, ce sera faisable au travers de cette loi. Alors justement, avant de proposer ce projet de loi au Congrès, vous allez consulter la population. Comment vous allez procéder? Alors, il y a déjà une large concertation qui est organisée. On a déjà rencontré la province Nord, la province Sud, les 2 associations des maires. Donc c'était important pour moi de pouvoir effectivement les consulter, comme le Sénat coutumier. Prochainement, on va rencontrer la province des Îles. Un rendez-vous sera pris avec le CESE, avec aussi la Chambre d'agriculture et de la pêche pour pouvoir justement présenter ce projet de loi de pays avec ces nouveaux principes pour qu'on puisse partager. Ça, c'est le processus que moi j'ai engagé pour qu'on puisse effectivement partager et présenter cette loi de pays. Ensuite, vous avez la procédure administrative qui est prévue dans le cadre des lois de pays. Et courant avril, une consultation publique sera organisée, et justement pour récupérer les avis et ensuite pouvoir adapter éventuellement le texte, sachant qu'ensuite vous avez des consultations qui auront lieu notamment auprès du Conseil d'État. Joseph Manoté, en charge de la politique de l'eau au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie, merci. En bref, les pizzas fraîches Up Buitoni retirées de la vente en Nouvelle-Calédonie. Cette décision a été prise suite à plusieurs contaminations à la bactérie Escherichia coli chez les enfants en métropole. 2 enfants sont décédés parmi les enfants malades. Une alerte sanitaire a été lancée en Nouvelle-Calédonie. Vous devez donc vérifier si vous possédez ces pizzas dans vos congélateurs. Il est important de les détruire immédiatement.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la visibilité transgenre, une journée qui existe depuis 2009 et qui a pour objectif de faire prendre conscience de la discrimination que les personnes transgenres peuvent subir dans le monde entier, qu'elles soient militantes, mannequins ou encore actrices. Certaines personnalités transgenres ouvrent aujourd'hui la voie pour le changement en brisant un à un les stéréotypes et les préjugés en partageant leur histoire afin d'inspirer les autres. Mais qui sont-elles? Les explications de Stéphanie Marly. Personnalités politiques, du cinéma, du monde sportif ou de la mode, ces dernières années, les personnalités transgenres n'hésitent pas à s'engager. Alors que Petra de Sutter devient la première femme transgenre vice-première ministre en Belgique en 2020 et de toute l'Europe, Laverne Cox est la première femme noire trans à tenir un rôle de premier plan dans une série télévisée diffusée sur Netflix. Aux États-Unis, l'actrice est imposée comme l'une des principales figures de la défense des droits des personnes de sa communauté. L'industrie de la mode compte parmi ses rangs Andrea Pejic, mannequin australo-bosnienne, véritable icône engagée avec son look androgyne. Elle est la première femme transgenre à faire partie de l'agence Fort Model et est l'un des modèles trans les plus reconnus au monde. Ça bouge également dans le monde sportif avec l'ancienne haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard, première femme transgenre de l'histoire à disputer les Jeux Olympiques en 2020. Mais aussi dans le militantisme avec la jeune femme trans Lexi, instigatrice du compte Instagram Aggressively Trans, qui souhaite informer et combattre les discriminations. Malgré des avancées considérables, ces personnalités transgenres qui se démarquent par leur engagement luttent chaque jour pour leurs droits et la visibilité de leur communauté. Culture pour refermer cette édition, Le Dieu du carnage est la première pièce de la nouvelle saison culturelle du théâtre de Lille. Cette œuvre célèbre donc de l'écrivaine Yasmina Reza est mise en scène par Alain Mardel. Les comédiens interprètent l'histoire de deux couples qui se rencontrent à la suite d'une bagarre entre leurs enfants, essayant tant bien que mal de trouver une solution à l'amiable pour arranger l'affaire. La bienveillance et la conciliation va progressivement laisser place aux disputes et à la colère. Un reportage de Michel Pimbé. Ferdinand Rey, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houillet. Concentration maximale pour la dernière répétition générale. Sophie Guérin joue le rôle de Véronique, une femme cultivée et intelligente. Il s'agit d'un des 4 personnages qui doivent régler le conflit qui agite cette pièce. La bienséance s'ébrèche et cède la place à l'insolence. Le personnage, chez Véronique, justement, elle croit tellement en ce qu'elle dit, elle est tellement de plus en plus dépitée qu'elle s'énerve, quoi. Elle tient plus, quoi. Elle se tient plus. Et plus personne se tient, je crois, en fait. Chacun ressort son pire côté, son côté le plus obscur de sa personnalité, quoi. Bonne chance. Arrête Alain, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus Madame et Monsieur. Cette comédie satirique commence sagement avant que le temps monte crescendo pour révéler la vraie nature des personnages de ce huis clos. Voilà, j'aime les comédies dramatiques où ça commence doucement comme ça, on ne sait pas où on va. Un drame arrive qui percute tout le monde et puis qui finit peut-être à la fin par s'arranger, mais entre-temps, on a compris un certain nombre de choses sur leur nature, la nature des personnages. Moi, j'aime bien ça. Durant 1h20, les personnages issus de la classe moyenne nous évoquent les paradoxes de nos comportements. Entre apaisement et colère, responsabilité et indifférence, ou encore politesse et arrogance. Nous avons rencontré des situations de conflit comme ça, et on s'est certainement à un moment donné conduit comme les personnages ici. Ça a un rapport avec nos vies quand même. Hein. Ce spectacle de la compagnie Là, faut que ça sorte est à voir au Théâtre de Lille à partir de demain et jusqu'à dimanche. C'est la fin de votre journal. À 19h30, retrouvez votre émission Le Bonheur est dans l'assiette. Et à 19h55, votre divertissement Une famille en or. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.